Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le sénateur des Vosges, centriste de l'UDI, Jean Agré. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Question traditionnelle par les temps qui courent. Comment est-ce que vous analysez la situation politique du pays, vous qui la voyez quand même, on ne va pas dire de l'intérieur, mais pas loin en tous les cas? Dans une situation compliquée, je ne vous apprends rien et je n'apprendrai rien aux auditeurs de Vosges Télévisions, aux spectateurs. Le fond du problème, c'est qu'il faut la politique, en général, on le fait au niveau communal et à d'autres niveaux. On arrive à travailler ensemble, quelles que soient nos idées politiques. On le fait aussi au Sénat, où on a cette culture du compromis. Exactement, du compromis. Et pas de la compromission, mais du compromis. On arrive à travailler ensemble. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça devrait être la même chose. Et ce n'est pas le cas. Et pourquoi ? Parce que déjà, l'ambiance n'est pas apaisée, l'ambiance n'est pas sereine. Il y a beaucoup trop de politique politicienne, ça c'est sûr. Et au Sénat, déjà, il y a le respect de dire... C'est des choses simples, mais dire bonjour, être bien habillé, savoir se comporter correctement, pouvoir échanger des idées avec force et vigueur, mais respecter les idées des autres, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. On le fait dans nos conseils municipaux et on devrait être capable de le faire au niveau national. Alors, on va vous demander aussi votre opinion sur cet homme-là, François Bayrou, donc Premier ministre, qui a passé le premier écueil, c'était le vote du budget, mais qui est en pleine tempête, empêtré dans cette affaire Notre-Dame de Bétarame. Est-ce que son avenir pour vous est compté? Est-ce que, à force de prendre comme ça des coups et d'avoir des choses qui s'accumulent, est-ce que vous pensez qu'il peut être durablement à Matignon? C'est un vieux briscard, donc on va voir, il a l'habitude. Qu'est-ce qui se dit dans les travées des assemblées? En fait, il gère la France telle qu'on pourrait la gérer sous la 4e République, c'est-à-dire des petits compromis, des accords. Voilà, alors pour l'instant ça tient parce que la situation n'est pas facile, il n'y a pas de majorité. L'Assemblée nationale n'a pas l'habitude de fonctionner comme cela, mais ça permet, avec l'aide du Sénat, la majorité sénatoriale à laquelle j'appartiens, de trouver des compromis, même en commission mixte paritaire, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent pour trouver des compromis. Donc on va voir. Moi, je pense qu'il faut de la stabilité, de la sérénité, que le gouvernement, il y a des personnalités quand même totalement différentes. Si on regarde le ministre de l'économie, c'est plutôt un rocardien. Bruno Retailleau est quand même plutôt conservateur. Donc je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant dans le gouvernement qui a été composé par François Bayrou, c'est qu'il y a des personnalités d'horizons totalement différents, qu'ils arrivent à travailler ensemble et surtout peut-être avec une autonomie. Ce qui est intéressant, on le voit par exemple au moment des questions d'actualité, François Bayrou par exemple, que ce soit l'Assemblée ou au Sénat, n'est pas comme certains de ses prédécesseurs à répondre à toutes les questions à n'importe quel prix. Mais il peut être maladroit à certains moments. Vous l'avez constaté comme nous. On est bien d'accord, mais il arrive, en même temps, qui ne dit jamais de bêtises, qui ne se trompe jamais, mais voilà, il arrive à laisser parler ces ministres qui ont aussi des fortes personnalités, pour certains en tout cas, et répondre. Et avoir cette osmose, alors on verra. Donc pour vous, le chef d'équipe, pas trop mal à vous entendre, c'est-à-dire que... Oui, mais parce qu'il laisse jouer la partition de chacun, avec les expériences de chacun, on l'a vu, moi j'étais pas forcément toujours sur certains ministres qui ont été nommés, plutôt étonné, mais pour l'instant la tambouille se passe pas trop mal et surtout il faut espérer que ça continue pour la France. Le Premier ministre n'a pas toqué à votre porte, d'ailleurs, à aucun moment, puisque au moment de constituer son gouvernement, il fallait rassembler toutes les familles. Il n'y a pas de Vosgiens, donc peut-être un jour on retrouvera des Vosgiens au gouvernement. Bon, on entend peu le centre en ce moment, on le constate tous au niveau national. Qu'est-ce que fait l'UDI? Est-ce qu'il navigue en eau? Est-ce qu'il est caché? Ou est-ce qu'il n'a pas son mot à dire aujourd'hui? Si, en fait, c'est entre guillemets le problème souvent du travail du Sénat, c'est-à-dire que c'est un travail qui passe plutôt loin des radars, loin des télévisions. On a notre président Hervé Marseille, qui est président aussi du groupe centriste au Sénat, qui fait un travail de fond, parfois un travail dans l'ombre, qui n'est pas forcément une personnalité médiatique. On le voit avec cette photo qui ne va pas forcément résonner aux yeux de tout le monde, hein. Oui, il y a 60 sénateurs centristes au Sénat et on fait le lien justement entre la gauche, la droite, donc un rôle charnière, que ça soit aussi dans les discussions au niveau gouvernemental, commission mixte paritaire et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être un rôle un peu plus effacé aux yeux du grand public, mais un rôle crucial du centre au Sénat, puis aussi avec des groupes disparates, parce qu'il y a mon groupe, le groupe centriste, mais il y a aussi le groupe des macronistes, des radicaux, il y a différents groupes centristes, donc on voit que le conglomérat
centriste au Sénat est vraiment très important en termes de nombre de sénateurs. Alors, vous présentez comme les chantres de l'alternance. Quelle alternance, on a envie de vous dire? Avec qui, en d'autres termes? On va parler évidemment de 2027 dans un instant, mais quelle alternance vous pouvez aujourd'hui présenter aux électeurs français, sachant qu'on a une tripolarisation assez nettement marquée maintenant, hein? Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Très sincèrement, moi, j'espère déjà que les ministres qui sont en place vont réussir leur travail pour qu'on voit les problèmes de sécurité, comme on a vu il y a encore quelques heures à Mulhouse. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses très importantes à faire, notamment au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des gens qui veulent travailler, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise. Il faut de la stabilité, de la sérénité. C'est vrai que la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron va sembler un peu long, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent être président de la République, c'est leur droit. Mais je pense aussi que le respect, c'est parfois de mettre son ego de côté et de mettre l'intérêt général en avant et qu'on puisse arriver tous ensemble à des compromis. Alors pour que la droite existe, question simple, est-ce qu'il faudra des primaires pour vous? Est-ce que vous souhaitez cela ou est-ce qu'il faudra un candidat centriste et un candidat de la droite plus traditionnelle? Non, moi j'ai toujours été pour des primaires ouvertes. C'est-à-dire que les partis, de toute façon, les partis politiques n'ont plus le poids qu'ils avaient encore il y a quelques années. Donc, que déjà, il y ait des processus démocratiques un peu plus importants déjà au sein des partis, que les élections... Il faut que LR se repositionne. Hein. Voilà, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez vont voir qui sera le patron. Et puis ensuite, il y aura peut-être cet homme-là aussi qui va se mêler à la course. Voilà. Oui, il y en a plein d'autres qui ont des ambitions. Voilà, Lisnard, Castex, plein d'autres personnalités politiques qui ont envie d'être président de la République. Mais... moi, je pense, et c'est le problème en politique quand même depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a beaucoup de paroles qui sont données, beaucoup de chiffres qui sont donnés. On l'a encore vu avec l'intelligence artificielle, différentes annonces qui ont pu être notamment sur la guerre, avec ce qu'il faut refaire pour réabonder le budget de la France. Mais je pense qu'à un moment, il faut promettre des choses et les tenir. Et le problème en politique depuis de nombreuses années, c'est ça, c'est que beaucoup de promesses qui ont été faites et pas beaucoup n'ont été tenues. Sachant que vous ne croyez pas beaucoup en l'homme ou à la femme providentielle. C'est-à-dire que ce côté hyper présidentialisé de notre régime, ça vous gonfle, pour parler un peu trivialement. Oui, mais moi je pense que c'est le collectif qui fait la force et que à croire qu'un homme va pouvoir changer la face de la France et sauver le monde, voilà, moi j'y crois pas beaucoup, même si je suis gaulliste de tradition. Voilà, mais il n'y a pas des Charles de Gaulle à chaque génération. Voilà, malheureusement, il n'y a pas des Charles de Gaulle à chaque génération en termes d'honnêteté, de probité, de vision aussi pour la France. Et qu'à un moment, il faut redonner du poids au Parlement, redonner du poids aussi aux collectivités territoriales, nos mairies, nos départements, nos régions, et que chacun assume ses responsabilités, et parfois même que chacun arrête de se plaindre et prenne la mesure des responsabilités que chacun exerce. Alors parmi les dossiers, la réforme de la franchise de TVA des auto-entrepreneurs, vous êtes monté au créneau avec cet abaissement du seuil à 25 000 euros. Pour l'instant, c'est mis de côté. Ça n'a pas. Alors c'était quand même assez contrasté, puisque par exemple la fédération du BTP est totalement pour cette réforme en disant qu'il fallait protéger nos artisans. Est-ce que vous êtes allé peut-être un peu trop vite en besogne ou est-ce que pour vous, il faut vraiment protéger avant tout les auto-entrepreneurs? En fait, le fond du problème, il peut y avoir un vrai débat. Déjà, on ne l'a pas eu. Ça a été un amendement qui a été déposé par le gouvernement un dimanche précédent, un dimanche après-midi qu'a découvert au Sénat. Voilà. Découvert. Ou fin de découvrir. Fin de découvrir, exactement, certaines personnalités politiques. La chose, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas prendre les gens qui travaillent pour des imbéciles. Ça a été voté au mois de février, on demande une application au 1er mars. Au bout d'un moment, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, je pense qu'il faut respecter les gens qui veulent travailler et qu'on ne peut pas voter quelque chose le 1er février, que ça soit en exercice début mars, avec un changement de TVA, un changement d'imposition. Encore une fois de plus, brouiller les cartes d'un point de vue économique. Il faut respecter le travail. Et je pense que si on veut trouver de l'argent, il y a certes des difficultés budgétaires qui n'ont jamais été réglées les années précédentes, mais qu'on ne peut pas imposer à 250 000 personnes en France un changement de cap de fiscalité. L'État attendait trop rapide. 600 millions d'euros, ça a été peut-être un petit peu surestimé. 800 millions qui étaient en annexe de l'amendement. Maintenant, le ministre de l'économie a donné 400 millions. Alors, est-ce que la fraude a été anticipée? C'est ce que j'ai demandé dans ma question, puisqu'il y a aussi cette question du travail dissimulé. Il y a différentes questions qui se posent. Et à un moment, il y a aussi d'autres sources d'économie à trouver que de toujours taper sur ceux qui travaillent. Alors, on va parler des retraites, transition toute trouvée. Est-ce qu'il faut toucher à la réforme des retraites telles que... Alors, on sait que les partenaires sociaux vont avoir quelques mois pour trancher et pour discuter. Est-ce que pour vous, il faut maintenir ce qui avait été voté en 2023 ?
Enfin, pas voté d'ailleurs. Il faut déjà pouvoir discuter, ce qui n'a pas toujours été le cas précédemment, notamment avec les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut prendre le temps du dialogue. Il y a des déficits abyssaux d'un point de vue du système des retraites en France et qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et puisse envisager l'avenir. Après, moi je pense qu'il faudrait un système par capitalisation pour que chacun soit maître aussi de son destin et qu'on a connu, que ce soit dans le département ou ailleurs, des gens qui sont venus nous voir en tant que parlementaires et qui ont trouvé la réforme profondément injuste, ce que je peux comprendre. Donc coexistence des deux systèmes, on n'abandonne pas la répartition quand même, on est non, d'accord. Mais moi j'ai voté la réforme précédemment qui a été proposée au Sénat, parce qu'elle permettait de protéger les femmes et les carrières longues. Après, sur le fond du débat, il y a quand même des améliorations à faire au niveau du système par capitalisation et que chacun ait pu capitaliser. Si vous avez une maladie, j'en sais rien, quand vous avez 50 ans, vous êtes malade, vous voulez partir avant, vous prenez ce que vous avez capitalisé pour pouvoir profiter des derniers instants de votre vie. Je ne pense pas que ça soit quand même complètement loufoque et qu'on puisse avoir un système, entre guillemets, qui puisse s'adapter à chacun et pas forcément un long tunnel qui est difficile à vivre pour certains Vosgiens ou Vosgiennes qui ont subi des désagréments ces derniers mois. En tous les cas, on a tous noté que malgré la réforme, le déficit est attendu, on ne va pas dire espéré évidemment, c'est 15 ou 20 milliards d'euros, donc on va sans doute reparler des retraites dans les années qui viennent, c'est sûr. Sur le territoire vosgien, le sort des termes de plombières inquiète très fortement, évidemment. C'est un dossier que vous suivez de près. Où est-ce qu'on en est? Quelle est pour vous votre analyse et des esquisses de solutions? On n'a plus que 5 minutes maximum, on va être synthétique. Très rapidement, déjà il y a Madame le maire de Plombières, Lydie Barbeau et son équipe qui se battent, nous on les accompagne, les différents parlementaires, chacun avec des propositions différentes, comme celle du président du département, François Vinson, qui avait proposé. C'était une bonne idée cette SEM ou pas, franchement? Moi, sur le fond, je partageais plutôt le positionnement de la région et d'autres partenaires de dire... Pas de Ben Saïd. Pas de Ben Saïd, ça ne fonctionnait plus. Et Ben Saïd, d'ailleurs, voulait vendre l'outil des termes et il fallait mieux retrouver un repreneur et qu'on puisse avancer et repartir sur un projet accompagné par le département, la région, la Caisse des dépôts et bien d'autres partenaires. Alors ça, c'est de l'histoire ancienne. Les deux des trois sociétés ont été liquidées. Le problème, c'est que Bernard Ben Saïd possède toujours les bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on en sort? Une enquête qui est en cours. La préfète reprend la main dans une réunion dans quelques jours en préfecture. Donc on va continuer à envisager différentes hypothèses et il faudra, à mon avis, faire comme ça a été fait à Vittel, que les pouvoirs publics puissent investir pour repartir. Parce que si Plombières coule, tout le territoire va en subir. Et puis c'est quand même une des plus belles marques thermales en France, donc il faut sauver Plombières-les-Bains. Alors, à un moment, vous avez évoqué un investisseur possible chinois dans ce dossier. Où en est-on rapidement? Il y a différents investisseurs possibles que j'ai pu rencontrer. J'en rencontre encore un la semaine prochaine. J'ai essayé, mais bon, vu que le problème, c'est que le dossier est bloqué à l'instant T avec Ben Saïd, Ben Saïd qui vend à un prix pour l'instant trop élevé, c'est que même les repreneurs qui auraient voulu se positionner ne pouvaient pas racheter les termes. Donc ça, c'est la première des choses. Nous sommes en contact avec différents repreneurs éventuels, mais la difficulté, c'est qu'il y a quand même... Il faut un vendeur. Il faut déjà un vendeur, il faut plusieurs dizaines de millions d'euros pour rénover les termes. Et puis après, il faut faire fonctionner l'outil. Donc, on a des gens, mais il faut débloquer la situation. Alors, on parlait de la Chine. On a donc noté qu'effectivement, vous étiez proche de ce pays à taille de continent. On se souvient, vous arrivez à la tour chinoise avec une délégation. Pourquoi? Comment? Vous reprenez vraiment le flambeau de Christian Poncelet? C'est vraiment cette idée-là, à la fois d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue économique aussi, redonner toute cette dimension de l'amitié franco-chinoise? Ça fait partie des différents pays avec lesquels j'ai des liens. C'est important. C'est tout un travail au niveau parlementaire qui est parfois un peu sous-estimé. Mais moi, je l'avais sous-estimé avant d'être sénateur. D'un lien au niveau international de diplomatie parlementaire sur différents sujets. On parlait avant cette émission du bois de Pernambouc, lorsque je suis intervenu pour le bois de Pernambouc avec le Brésil pour la lutherie de Mirecourt, mais de pouvoir établir des liens forts avec certains pays, comme d'ailleurs l'avait fait, et vous l'avez très justement dit, le président Poncelet par le passé sur la Chine, ça permet, là je reprends le flambeau, puisque les relations ont été à l'arrêt pendant pas mal d'années entre la Chine et le département des Vosges, mais d'établir des liens culturels. Il y a eu une exposition qui a été faite dans un de nos musées à Remiremont. Il y a d'autres expositions qui seront faites. Et là, en lien avec les élus de notre département, naturellement, chacun
vient me voir pour pouvoir porter des projets culturels et éventuellement des projets économiques. Donc oui, c'est tout un travail de fond que je fais, que ce soit au niveau régional, au niveau national et parfois un peu plus loin pour ramener, faire la promotion, parler des Vosges matin, midi et soir. C'est ça qui m'importe. On croirait entendre Christian Poncelet. Ça tombe bien, vous êtes en train d'écrire sa biographie. Pourquoi ? C'est vraiment la personnalité politique qui vous a construit politiquement ? C'était un exemple, le président Poncelet était un exemple, je ne l'ai pas vraiment connu parce que j'ai commencé un peu plus tard, j'étais maire en 2016, il a arrêté sa carrière en 2015 et puis je n'ai pas vraiment connu Romary Montin, voilà, comme vous, maire de Remiremont, sénateur, etc. Voilà. Le fait, il y a eu un livre par le passé de M. Toussaint qui était à charge et je pense qu'au vu de ce qu'a fait le président pour le département et aussi au niveau national, voire parfois un peu plus loin, je pense qu'il faut donc là, vous êtes vraiment sur la géographie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment quelque chose d'élogieux par rapport au président ou il y a quand même, vous évoquez un petit peu, vous évoquerez tous les aspects de la carrière ? Il y a tous les aspects de la carrière du président Poncelet. C'est un livre qui va sortir au mois de juin, qui retrace avec aussi ma vision de ce qu'a fait le président, de ce qui était aussi une époque. L'époque politique a beaucoup changé, donc voilà, je retrace modestement. J'essaye de lui rendre hommage, lui qui nous a tant apporté au niveau du département des Vosges. Allez, 2 dernières questions. Vous avez un œil aussi précis sur l'entrée au patrimoine de l'UNESCO de Mirecourt, de la lutherie. C'est une marque monde pour les Vosges. Où est-ce qu'on en est rapidement ? Nous sommes en train, avec Nathalie, Babou, Yves Séjourné et beaucoup d'élus, de constituer une association pour défendre la lutherie de Mirecourt, en lien avec les luthiers naturellement et tous ceux qui aiment la lutherie de Mirecourt. C'est une institution merveilleuse qu'il faut continuer à porter et à défendre. Quand vous avez le label, vous obtenez ce label. Après 5 ans, 10 ans de labeur, parce que c'est tout un travail de fond pour constituer un dossier, faire un travail de lobby, ce que j'ai déjà commencé à faire pour Mirecourt. Pour aller obtenir ce label, vous ramenez en local plusieurs milliers de visiteurs rien que pour visiter ce label. Donc, les enjeux économiques et touristiques sont importants. Moi, je pousse, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et on est en train de constituer tout ça pour que, courant de cette année, l'association puisse être créée, accompagnée et qu'on puisse obtenir ce label dans quelques années. On verra. Alors 2026, il y aura des élections municipales, mais aussi des sénatoriales. C'est un suffrage indirect, donc les Français se sentent forcément moins concernés. Question simple, Jean Ingray, est-ce que vous y retournerez ? Au sénatorial ? Ah ben oui. Oui, je suis passionné par ce que je fais. J'aime le travail avec les élus du département des Vosges, les dossiers concrets. Donc oui, je me représenterai au sénatorial l'année prochaine, comme je continuerai à être sur la liste de Jean-Benoît Tisserand, notre maire à Remiremont, qui m'a succédé, qui fait un excellent travail. Je serai toujours conseiller municipal dans notre ville. C'est important de pouvoir porter, très attaché à notre ville, très attaché à notre département. Donc je vais continuer à me battre si les Romary Montaines nous font confiance avec notre équipe, avec Jean-Benoît. Et puis après, au niveau des sénatoriales, oui, je compte bien y aller, puis continuer le travail que j'ai commencé ces dernières années. Jean Ingray, le sénateur des Vosges, sénateur centriste de l'UDI, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans 15 jours, exceptionnellement, pas d'émission la semaine prochaine. Et c'est le maire de Matincourt, Jory-sur-Rio, qui a connu quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, qui viendra nous expliquer tout cela dans 15 jours. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore. Merci.